Bonjour Richard, en fait, je pense que certaines personnes connaissent pas mal, enfin au moins un minimum mes travaux. Donc effectivement, j'ai d'abord commencé par démontrer que le régime politique sous lequel nous vivions, c'est-à-dire le parlementarisme représentatif qui tourne autour d'une pseudo-séparation des pouvoirs, était lui-même une imposture. Donc cette imposture ne se voyait pas trop tant qu'il y avait un réel antagonisme entre deux forces en présence qui n'étaient pas internes à notre régime mais extérieures et qui étaient le bloc de l'Ouest contre le bloc de l'Est. Donc il y avait un certain équilibre des pouvoirs, mais qui n'était pas dû à nos propres institutions intérieures. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que maintenant, je pense que l'Union européenne a été quand même relativement bien démystifiée, et pour ce fait, je rends hommage à François Asselineau qui a beaucoup œuvré pour faire comprendre ce qu'était l'Union européenne. Et je rappelle quand même que le premier président de la Commission européenne était un ancien nazi. Il s'appelait Walter Hallstein, et donc c'était un membre du parti nazi. Donc ça, il faut quand même le rappeler, c'est important. Deuxièmement… Elle l'avait rappelé la semaine dernière, justement. Oui. Qui ça? Natacha l'avait rappelé. Oui, non, mais c'est important de remettre un peu l'église au milieu du village, parce que c'est ce genre de petits détails qui, finalement, en s'accumulant avec d'autres détails du même genre et de même insignifiance, finissent par réaliser de très gros nuages qui s'amoncellent au-dessus de nos têtes. Donc ça, c'est la première chose. Je rappelle aussi que depuis la guerre, la Seconde Guerre mondiale, nous avons sur notre territoire des forces mercenaires qui s'appellent les armées secrètes de l'OTAN, et qui font peser également une menace permanente sur un territoire, puisque ce sont des forces qui n'ont aucune responsabilité, qui ne rendent compte à aucune hiérarchie officielle, ni militaire, ni force de l'ordre, ni politique, ni rien. Donc c'est tout à fait indépendant de toute hiérarchie politique territoriale. D'autre part, je rappelle… C'est-à-dire par rapport à ça, Valérie, parce que les gens qui ont besoin de chiffrage. En gros, les forces armées aujourd'hui souveraines n'ont plus de pouvoir au profit de celles de l'OTAN, c'est ça? C'est ce que tu veux dire? C'est pas du tout ce que je veux dire. C'est que c'est développé en même temps que l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui est une organisation officielle, avec des militaires qui travaillent officiellement et de façon tout à fait, comment dirais-je, légaliste dans ce cadre-là. Parallèlement à cette organisation officielle, s'est développée une organisation officieuse qui ponctionne des ressources en tant que de besoin dans l'organisation officielle, mais qui ne relève pas de l'organisation officielle, dans le sens où les mercenaires qui en font partie, les gens qui en font partie, sont organisés de façon autonome et ne sont comment dirais-je, rattachés à l'OTAN que par les plus hautes instances de l'OTAN, et qui sont des instances politiques et qui ne sont pas les instances militaires officielles de l'OTAN. Et ces gens qui travaillent dans les armées secrètes de l'OTAN ne dépendent pas, évidemment, de la hiérarchie militaire territoriale du territoire sur lequel ils opèrent. Donc c'est ça que je veux dire. Je ne suis pas du tout une spécialiste de tout ça. Je vous renvoie pour plus d'informations sur tous les travaux, les magnifiques travaux de Daniele Ganzer, et sur tous les dossiers qui sont sortis en Italie à l'occasion de procès retentissants. Donc je dirais que ça, c'est parfaitement bien documenté. Il n'y a aucune ambiguïté sur la réalité de tout cela. Ce que je veux aussi également dire, c'est que nous assistons de plus en plus à un renforcement de l'aspect fédéraliste européen, dont Macron, évidemment, c'est le grand cheval de bataille de Macron. Hein. Et donc, il est question, d'une part, d'une force de gendarmerie européenne, l'Eurogenfor, mais également de créer une armée, il a été question de ça récemment, de créer une armée européenne, alors qui ne soit pas qui soit rattaché à l'OTAN, mais qui ne soit pas directement officiellement un membre, enfin en tout cas une partie intégrante de l'OTAN. C'est vraiment une armée européenne. Et il est quand même à craindre également que dans cette armée européenne ne soient, comment dirais-je, recyclés tous les mercenaires qui appartenaient aux armées secrètes de l'OTAN, quel que soit le territoire en question. Donc ça, ce sont des faits que je donne, hein, vous en faites ce que vous voulez. C'est des informations sur ces questions, mais ce sont des nuages qui s'amoncellent, vous voyez, au-dessus. Oui, on voit ça, effectivement, c'est très bien de le spécifier. Et par rapport au débat qu'on a depuis le début, là, avec tous ces gilets jaunes ici, ces forces alternatives en présence, toutes ces personnes qui réfléchissent et essayent de construire l'avenir autour de la citoyenneté. On évoquait tout à l'heure Martine Bonner aussi, qui, elle, est politique, mais d'un autre côté, souhaite redonner aux citoyens son vrai pouvoir, ce qui est notre cas aussi à nous dans ces émissions. Toi, tu penses quoi de cela, avec la vision qui est la tienne, si singulière? Alors, avant de te répondre directement, Richard, je voudrais ajouter une chose, c'est que j'ai appris récemment qu'une organisation tout à fait officielle, elle également, se superpose à l'organisation de l'Union européenne, qui comprend certains membres et puis d'autres qui n'appartiennent pas à l'Union européenne, mais qui est une organisation qui a pour caractéristique de réunir des pays d'Europe de l'Est. Et cette organisation s'appelle l'Intermarium. Et dans cette organisation, tous les pays membres, enfin les membres de cette organisation, se revendiquent ouvertement du nazisme.
Donc, je pense que ça mérite quand même un tout petit peu notre attention, ce genre de choses, parce que, évidemment, moi-même, je l'ai découvert relativement récemment. J'étais tout à fait ignorante de tout ça. Et je dirais que ça s'accumule avec les autres indices convergents vers une fascisation définitive de nos contrées. Hein, alors, quand on constate quand même qu'aujourd'hui, l'État français est en suspension, parce que ça, je le rappelle, il n'y a aucune ambiguïté sur la question, les institutions officielles de la République sont en suspension. Donc, nous ne sommes plus en Ve République et nous ne sommes plus en République du tout, puisque nous sommes aujourd'hui contrôlés par un comité, un conseil de défense sanitaire. D'accord ? Donc ça, c'est pas du tout dans la Constitution. Donc nous sommes sortis du cadre institutionnel officiel pour lequel la France existe à la fois en interne et par rapport aux pays étrangers, c'est-à-dire en droit international. Donc je dirais que si vous mettez côte à côte tous ces éléments convergents, vous vous rendez bien compte que le pass sanitaire, que l'obligation d'injection expérimentale, tout ça rentre bien dans une conception absolument fasciste ou nazie de l'appréhension du réel. Hein. Donc ça, c'est une première chose. Et maintenant, moi, les travaux que j'ai menés sont des travaux parallèles. Vous parliez de politique tout à l'heure. Je fais, moi, de la métapolitique. C'est-à-dire que j'ai organisé, j'ai pensé une réforme des institutions, c'est-à-dire j'ai réorganisé l'État pour retrouver un État digne de ce nom, parce que l'État, en réalité, c'est l'organisation de la vie en commun sur un territoire déterminé. Or là, il ne s'agit pas, quand on dit organisation de la vie en commun, évidemment, les citoyens et les membres de cet État sont partie prenante à cette organisation. Ils sont détenteurs d'un pouvoir politique. Or là, nous sommes dans une situation où, justement, les citoyens et les ressortissants de l'État ne sont plus détenteurs d'aucune parcelle politique. Et c'est là où il y a une véritable problématique de sens. Quand on parle d'État, l'État est nécessairement politique. Or là, nous ne sommes pas dans un État politique, nous sommes dans un État de nature autoritaire, mais surtout dirigé par la haute finance et les multinationales. D'accord ? Oui, donc ça, effectivement, il faut revoir complètement. Et pour faire sauter le verrou, là aussi, toi, tu préconises quoi? Parce que j'ai lu quand même que tu avais lancé un appel très, très puissant à tout le monde, mais essentiellement aux forces de l'ordre, pour agir, pour sauver la France, pour sauver le peuple français. Non, j'ai pas lancé un appel pour sauver le peuple français. J'ai lancé un appel à la prise de conscience du phénomène selon lequel l'État était détourné de ses fonctions. Donc, tous les gens qui travaillent dans les fonctions régaliennes de l'État ne travaillent pas au service d'un État politique, ne travaillent pas au service pour lequel ils pensent travailler. Donc cet appel, c'était un appel à une prise de conscience. Et effectivement, je m'adressais essentiellement aux forces de l'ordre parce que, en dernier recours, ce sont les forces de l'ordre qui feront la différence, savoir si nous allons retrouver un État politique ou si nous resterons dans un État totalitaire qui sera de plus en plus de nature de plus en plus terroriste. Je ne pense pas qu'on soit dans une situation pré-révolutionnaire. Je pense qu'on est dans une évolution qui nous fera basculer dans ce dans quoi, en réalité, on était engagé depuis fort longtemps, c'est-à-dire qui concrétisera une longue histoire, ou alors on changera de paradigme et ce n'est pas de nature révolutionnaire, c'est de nature évolutionnaire. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je prêche une fois de plus, et ça, je profite un peu du fait que vous me prêtiez votre antenne, pour inviter les gens à se réorganiser indépendamment de tout ce qui existe aujourd'hui en forme de groupement d'intérêts, c'est-à-dire par centre d'intérêt. Alors ça, c'est évidemment, on pense tout de suite aux intérêts par profession, mais ça peut aussi être par hobby, par des activités qui sont très importantes pour chacun d'entre vous. Donc chacun s'organise sur une activité particulière, organise l'activité avec des gens qui sont du même formaté, en tout cas qui sont intéressés par la même activité pour générer leurs propres règles de fonctionnement et au-delà de leurs règles de fonctionnement pour s'auto-réguler, c'est-à-dire sous une forme parfaitement autodéterminée, à deux exceptions près, le mandat impératif qui ne devra jamais être court-circuité et le principe de subsidiarité selon lequel les décisions qui peuvent être prises à un niveau ne doivent jamais remonter au niveau du dessus. Donc, quelle que soit l'organisation interne du groupement d'intérêts, les décisions sont prises au niveau où elles doivent être prises et non pas de façon artificielle, centralisée par une instance qui soit une instance représentative mais artificielle. Alors, les comités de salut public là, du capitaine Alexandre, là, dont il a parlé ce soir. Alors, je n'ai pas écouté sa prestation, donc je ne sais pas de quoi il parle. En tout cas, moi, je ne parle pas de comité de salut public parce que c'est une connotation révolutionnaire extrêmement déplaisante et
On se souvient que tout ce qui a été fait en comité de salut public a généré beaucoup de morts. Donc moi, je préconise pas les morts. Je préconise la paix sociale et donc une organisation pacifiste autour de centres d'intérêt coordonnés par des gens qui ont des compétences particulières en organisation, par exemple.